Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est une histoire de trahison, de courage et d'une vengeance aussi inattendue que spectaculaire. Je venais de gagner 150 millions d'euros quand un terrible accident de voiture m'a envoyé à l'hôpital. C'est là, au plus profond de ma détresse, que mon mari m'a abandonné avec un seul message glacial, débrouille-toi. Ce qu'il ignorait, c'est que dans le tiroir de ma table de chevet, se trouvait le billet de loto qui allait non seulement ruiner sa vie, mais aussi changer la mienne pour toujours. Avant de plonger dans les détails de cette histoire incroyable, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir notre communauté s'étendre aux quatre coins du monde. Maintenant, installez-vous confortablement, car notre histoire commence. Mon nom est Hélène, j'ai 32 ans et jusqu'à récemment, ma vie ressemblait à un long couloir gris sans fenêtre. Je vivais à Lyon, dans un petit appartement que nous avions acheté à crédit avec mon mari, Vincent. Sur le papier, tout semblait normal. Une femme, un mari, un foyer. Mais la réalité était bien plus terne. Le silence s'était installé entre nous, un silence lourd, pesant, qui aspirait toute la joie de vivre. Vincent était devenu un étranger. Il rentrait tard, soupirait plus qu'il ne parlait, et ses yeux me traversaient sans jamais vraiment me voir. Chaque soir, je m'efforçais de préparer un bon repas, espérant ranimer une étincelle, un souvenir de l'homme que j'avais épousé. Mais mes efforts se heurtaient à un mur d'indifférence. C'est un peu sec, non, disait-il en fixant son téléphone. Ou pire, tu as encore dépensé de l'argent pour ça. On n'a pas les moyens, Hélène. Chaque mot était une petite piqûre, un rappel constant de mon insuffisance à ses yeux. Nos finances étaient un sujet de tension permanent. Vincent avait de grands rêves, de grandes opportunités d'investissement, qui finissaient toujours en échec, laissant nos comptes en banque encore plus vides. Et c'était toujours moi qui devais jongler avec les factures, compter chaque centime, renoncer à tout petit plaisir personnel pour que nous puissions joindre les deux bouts. Un soir de mars, alors que la pluie frappait tristement contre les vitres, Vincent est rentré avec un homme que je n'avais jamais vu. Il était grand, vêtu d'un costume trop brillant, avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Hélène, je te présente Didier, un ami et un conseiller financier de génie. » Didier m'a serré la main, une poignée molle et humide qui m'a mise mal à l'aise. Le dîner fut une épreuve. Didier et Vincent parlaient d'argent, de placement, de coûts incroyables à réaliser. Je me sentais comme une spectatrice invisible de ma propre vie. Puis, au moment du dessert, le piège s'est refermé. Didier a trouvé une opportunité en or, chérie, a commencé Vincent avec un ton mielleux qu'il n'utilisait plus que pour obtenir quelque chose. Un investissement immobilier, risque zéro, rendement garanti. Le seul problème, c'est qu'il nous faut un apport de 30 000 euros. Tout de suite. Mon cœur s'est serré. 30 000 euros ? Mais Vincent, nous ne les avons pas. Nous sommes déjà à découvert. C'est là que Didier est intervenu, sa voix douce et persuasive. Ce n'est pas un problème, Hélène. La banque est prête à vous accorder un prêt personnel. Avec vos 2 salaires, c'est une formalité. Il suffit juste de signer ici. Il a sorti des papiers de sa mallette et les a posés sur la table, juste à côté de mon assiette de tarte aux pommes à peine touchée. J'ai hésité. Quelque chose clochait. Je ne sais pas. Je voudrais y réfléchir. Le visage de Vincent s'est durci. Réfléchir à quoi ? À rester pauvre toute notre vie ? Hélène, c'est notre chance. Tu ne me fais pas confiance ? Tu penses que je suis un incapable ? La culpabilité. Son arme favorite. Il m'a regardé avec un air de martyr, comme si mon hésitation était la plus grande des trahisons. Didier en a rajouté une couche, c'est une décision de couple, bien sûr. Mais une opportunité comme celle-ci ne se présentera pas 2 fois. Vincent est un visionnaire, il faut savoir le suivre. J'étais prise au piège. Entre le regard accusateur de mon mari et le sourire prédateur de son ami. Je me sentais petite, stupide, comme si ma prudence était un défaut. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais cédé, à tous les rêves que j'avais mis de côté pour les siens. Une fois de plus, j'ai baissé les armes. J'ai pris le stylo qu'il me tendait,
ma main tremblait légèrement. J'ai signé. J'ai signé en bas de la page, à côté de son nom, liant mon avenir financier à un projet dont je ne savais rien, par peur de le décevoir encore une fois. Ce soir-là, en faisant la vaisselle, j'ai senti un nœud dans mon estomac, un pressentiment froid et désagréable. Vincent et Didier célébraient dans le salon, riant fort, parlant déjà de leur future richesse. Moi, je frottais une assiette, les larmes aux yeux, me sentant plus seule que jamais. Je venais de signer un papier qui allait nous endetter davantage, mais surtout, je venais de comprendre que mon opinion, mes craintes, ne comptaient absolument plus. Je n'étais plus sa partenaire, j'étais devenue un simple outil pour ses ambitions. Je signais ce papier, sentant ce nœud dans mon estomac, sans savoir que ce n'était que le début de la tromperie qui allait bientôt détruire ma vie, ou du moins, c'est ce que je croyais. Car l'univers, parfois, a une façon bien étrange de rééquilibrer les choses, n'est-ce pas? Les semaines qui ont suivi cette signature ont été encore plus grises que d'habitude. Vincent était constamment au téléphone avec Didier, parlant un jargon financier que je ne comprenais pas. Il était excité, fébrile, et encore plus distant. L'argent du prêt avait disparu de notre compte joint aussi vite qu'il était arrivé, et quand je posais des questions, Vincent me balayait d'un revers de main. « Ne t'inquiète pas pour ça, Hélène, ce sont des affaires. Tu ne comprendrais pas. » Ma vie se résumait à mon travail de superviseur dans un centre d'appel. Un travail stressant, mal payé, où je passais mes journées à calmer des clients en colère. C'était épuisant, mais c'était ma seule bouffée d'air, le seul endroit où je me sentais un tant soit peu compétente. C'est pendant une de mes pauses déjeuner que tout a basculé. Je m'étais réfugiée dans ma voiture pour manger un sandwich, comme tous les jours, regardant les gens passer avec une pointe de mélancolie. Mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Madame Hélène Dubois? La voix était masculine, posée, professionnelle. Oui, c'est moi. Bonjour madame. Je suis maître Lefebvre, notaire à Paris. Je vous appelle concernant votre participation au loto européen du 15 février dernier. Mon cœur a manqué un battement. Le loto? Je me suis souvenu vaguement avoir validé une grille sur Internet, un soir de déprime, en me disant « on ne sait jamais ». C'était un geste mécanique, sans espoir, une bouteille à la mer, oui, je me souviens, ai-je murmuré. Eh bien, Madame Dubois, j'ai l'immense plaisir de vous informer que vous êtes l'unique gagnante du jackpot. Vous avez remporté la somme de 150 millions d'euros. Le sandwich m'est tombé des mains. Le monde autour de moi a semblé s'arrêter. Le bruit de la circulation, les gens qui marchaient sur le trottoir, tout s'est estompé. J'ai cru à une mauvaise blague. Pardon? Vous pouvez répéter? 150 millions d'euros, a répété maître Lefebvre, avec une patience infinie. Un -5 -0, suivi de 6 zéros. J'ai éclaté d'un rire nerveux. C'est impossible. Vous vous trompez. Je peux vous assurer que non, madame. Nous avons vérifié. Le billet a été validé depuis votre compte en ligne. J'ai le code de vérification ici. Pourriez-vous me confirmer les derniers chiffres de votre carte d'identité pour la procédure? Le reste de la conversation fut un brouillard. J'ai donné les informations demandées, ma voix tremblait. Nous avons convenu d'un rendez-vous. Il m'a conseillé la plus grande discrétion jusqu'à ce que tout soit officiel. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise, immobile, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, les larmes ont coulé. Des larmes de choc, de joie, d'incrédulité. 150 millions. La somme était si absurde, si vertigineuse, que mon cerveau refusait de la comprendre. Ma première pensée, ma seule pensée, a été pour Vincent. C'était la solution à tout. Fini les dettes, fini le stress, fini les disputes pour l'argent. Nous allions pouvoir tout recommencer. Il pourrait lancer l'entreprise de ses rêves, nous achèterions une belle maison, nous voyagerions. Il allait enfin être heureux. Et s'il était heureux, peut-être qu'il m'aimerait à nouveau. L'idée de lui annoncer la nouvelle m'a rempli d'une excitation presque enfantine. Je ne voulais pas lui dire au téléphone. Non, il fallait que ce soit spécial. Une surprise. La plus belle surprise de sa vie. J'ai quitté le travail plus tôt, prétextant une migraine.
Ce n'était pas tout à fait un mensonge, ma tête tournait. Je suis allée au supermarché, mais pas n'importe lequel. Je suis allée au Hall Paul Bocuse, le temple de la gastronomie lyonnaise. J'ai utilisé ma carte de crédit, celle qui était presque toujours au maximum de son plafond, et j'ai acheté tout ce qu'il aimait. Un magnifique filet de bœuf, des cèpes frais, une bouteille de Saint-Émilion Grand Cru, son fromage préféré, et un gâteau au chocolat d'un grand pâtissier. C'était une folie, mais plus rien n'avait d'importance. À la maison, j'ai tout préparé avec un soin méticuleux. J'ai sorti la belle vaisselle de notre mariage, celle que nous n'utilisions jamais. J'ai mis des bougies, j'ai créé une playlist avec nos chansons du début. La maison sentait divinement bon. Je me suis douchée, j'ai mis la robe bleue qu'il m'avait offerte pour notre premier anniversaire de mariage, celle qui, disait-il, rendait mes yeux aussi profonds que la Méditerranée. J'ai répété mon petit discours devant le miroir une dizaine de fois, le sourire aux lèvres. À 19h30, tout était parfait. J'attendais, le cœur battant la chamade. Mais 19h30 est devenu 20h, puis 20h30. J'ai commencé à m'inquiéter. Finalement, mon téléphone a vibré. C'était lui. Salut, je vais être en retard. Réunion de dernière minute avec des investisseurs. Ne m'attends pas. La déception m'a frappé comme une douche froide. Oh. Mais, j'ai préparé ton plat préféré. Garde-m'en une part, je la réchaufferai. Écoute, je dois te laisser. Vincent, attends. J'ai quelque chose d'incroyable à te dire. Quelque chose qui va tout changer. Il y a eu un silence, puis un soupir agacé. Hélène, ne sois pas si dramatique. Quoi que ce soit, ça peut attendre. Je suis vraiment occupée. Et il a raccroché. Je suis restée assise à la table parfaitement dressée, regardant les bougies se consumer. Le filet de bœuf refroidissait. Le grand vin restait fermé. L'excitation s'était transformée en une tristesse amère. Mais au fond de moi, une petite flamme refusait de s'éteindre. Je ne pouvais pas attendre. Je devais voir son visage quand il apprendrait la nouvelle. Ce soir-là, je préparais la plus grande surprise de sa vie, imaginant son visage s'illuminer. Mais le destin, cruel, avait prévu une toute autre sorte de surprise pour moi. Et cette surprise allait me coûter bien plus cher que n'importe quel billet de loto, n'est-ce pas? L'idée a germé dans mon esprit, folle et impulsive. Je ne pouvais pas laisser cette soirée parfaite se terminer sur une note aussi triste. Je devais lui dire. Maintenant. Je savais où se trouvait le bureau de ces investisseurs, dans le quartier moderne de la Part-Dieu. Il me l'avait montré une fois en se plaignant du prix du parking. Je me suis dit que je pourrais l'attendre en bas, le surprendre à la sortie de sa réunion. Nous irions boire un verre dans un bar chic et là, je lui annoncerais la nouvelle. J'ai mis mes chaussures, attrapé mes clés de voiture et mon sac à main. À l'intérieur, bien plié dans mon portefeuille, se trouvait l'impression de la confirmation du loto. Mon talisman. Le trajet jusqu'à la Part-Dieu a été rapide. Les rues de Lyon étaient calmes à cette heure-ci. J'ai trouvé une place facilement, juste en face de l'immense tour de verre où il était censé se trouver. J'ai attendu. 10 minutes. 20 minutes. J'ai regardé les lumières des bureaux s'éteindre les unes après les autres. Bientôt, toute la façade du bâtiment fut sombre. Personne n'est sorti. Sa réunion était un mensonge. Un sentiment glacial m'a envahi. Où était-il? Avec qui? Les doutes que j'avais refoulés pendant des années ont refait surface, plus fort que jamais. J'ai démarré la voiture, le cœur lourd, et j'ai commencé à rouler sans but, les larmes brouillant ma vue. J'ai pris une rue au hasard pour faire demi-tour, une petite rue mal éclairée que je ne connaissais pas. C'est là que je l'ai vue. Une grosse voiture noire, un SUV, a déboulé d'une rue adjacente à une vitesse folle. Le feu était rouge pour elle, mais elle n'a même pas ralenti. J'ai à peine eu le temps de voir le visage paniqué du conducteur, un jeune homme, avant que le monde n'explose. Le choc a été d'une violence inouïe. Le bruit du métal qui se froisse, du verre qui éclate. Ma tête a heurté la vitre latérale avec une force terrible. L'airbag s'est déployé, me frappant le visage comme un coup de poing. J'ai senti une douleur aiguë dans ma poitrine, comme si mes côtes se brisaient. Puis,
Plus rien. Le silence. L'obscurité. Je me suis réveillée au son d'un bip régulier, agaçant. Une odeur d'antiseptique flottait dans l'air. J'ai ouvert les yeux. Un plafond blanc, des néons. J'étais à l'hôpital. Une infirmière au visage doux mais fatigué s'est penchée sur moi. Doucement, ma chérie. Vous êtes à l'hôpital de la Croix-Rousse. Vous avez eu un grave accident. Vous vous souvenez? Les images sont revenues par bribes. La voiture noire. Le choc. Un accident, ai-je croassé, ma gorge sèche comme du papier de verre. Oui. Un chauffard qui a pris la fuite. Vous avez eu beaucoup de chance. 3 côtes cassées, une commotion cérébrale et de multiples contusions. Mais vous allez vous en sortir. Ma première pensée a été pour lui. Mon mari? Vincent Dubois. Est-ce que quelqu'un l'a prévenu? Le visage de l'infirmière s'est légèrement fermé. Nous avons essayé de joindre votre contact d'urgence depuis hier. Pas de réponse. Mais ne vous inquiétez pas, il est sûrement en déplacement. Hier. J'étais donc inconsciente depuis presque 2 jours. 2 jours sans qu'il ne réponde. L'angoisse m'a serré la gorge, plus forte que la douleur de mes côtes. S'il vous plaît, essayez encore. 20 minutes plus tard, l'infirmière est revenue avec un téléphone. Je l'ai en ligne. J'ai pris le combiné, ma main tremblait. Vincent? Sa voix était plate, agacée. Hélène? Qu'est-ce que tu veux? Je suis au milieu de quelque chose d'important. Les mots m'ont frappé plus fort que le SUV. Je suis à l'hôpital. J'ai eu un accident. Un chauffard? J'étais inconsciente pendant 2 jours. Il y a eu un silence. Pas un silence inquiet. Un silence irrité. Et qu'est-ce que je suis censée y faire? Je suis en pleine négociation. Je ne peux pas tout laisser tomber pour un de tes caprices. Un caprice? Vincent, je suis blessée. J'ai besoin de toi. Écoute, Hélène, a-t-il dit, sa voix devenant dure. Je n'ai ni le temps, ni l'argent pour tes factures d'hôpital. Tu n'avais qu'à faire attention. Débrouille-toi. Bip. 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 La ligne était coupée. J'ai fixé le téléphone, incapable de croire ce que je venais d'entendre. L'infirmière me l'a repris doucement des doigts. Son visage était une étude de pitié et de professionnalisme. Parfois, le stress. A-t-elle commencé? Mais nous savions toutes les deux que ce n'était pas le stress. C'était de la cruauté pure. Allongé sur ce lit d'hôpital, le corps brisé, le cœur en miettes, j'ai compris que l'homme que j'avais épousé n'existait plus. Ou peut-être n'avait-il jamais existé. L'accident de voiture n'avait pas seulement brisé mes os. Il venait de faire voler en éclats la dernière de mes illusions. Si vous étiez à ma place, brisé, seul, trahi de la manière la plus cruelle qui soit, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous sombré dans le désespoir? Ou auriez-vous commencé à planifier votre vengeance? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître votre avis. La tonalité du téléphone résonnait dans mes oreilles, plus assourdissante que le bruit de l'accident. J'étais seule, brisée, mais ce que j'allais découvrir dans les jours suivants était bien pire que n'importe quelle fracture. Et cela allait tout changer. Les jours qui ont suivi cet appel téléphonique ont été les plus longs et les plus sombres de ma vie. La douleur physique était intense, chaque respiration était une épreuve. Mais elle n'était rien comparée à la douleur qui me rongeait de l'intérieur. Le mot « débrouille-toi » tournait en boucle dans ma tête. Vincent ne m'a pas rappelé. Pas une seule fois. Mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 8 ans, m'avait abandonné sans un regard en arrière. Le 5e jour, ma meilleure amie, Sophie, a fait irruption dans ma chambre comme une tornade. Elle revenait d'un voyage d'affaires en Allemagne. Son visage, habituellement si joyeux, était déformé par l'horreur. Hélène. Mon Dieu. J'ai vu les nouvelles locales en atterrissant. Pourquoi est-ce que personne ne m'a prévenu? Pourquoi est-ce que ce salaud de Vincent ne m'a pas appelé? Je n'ai pas pu soutenir son regard. Il a été très occupé, ai-je menti faiblement. Occupé, a-t-elle crié, faisant se retourner une infirmière dans le couloir.
Occupée à quoi? Tu es à l'hôpital, Hélène. Il n'y a rien de plus important. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, a pris ma main, et la colère sur son visage a laissé place à une infinie tristesse. Écoute, a-t-elle dit d'une voix plus douce. Je suis désolée. Je ne devrais pas crier. Mais il y a quelque chose que tu dois voir. Et je suis vraiment, vraiment désolée de devoir te le montrer maintenant, mais tu dois savoir. Elle a sorti son téléphone. L'écran illuminait son visage anxieux. Elle m'a montré une publication Instagram. Le profil appartenait à une jeune femme nommée Chloé. Elle était magnifique, le genre de beauté parfaite et lisse qu'on voit dans les magazines. Sur la photo, elle posait dans un restaurant chic, un de ceux où Vincent disait toujours que nous n'avions pas les moyens d'aller. Et à côté d'elle, le bras passé autour de sa taille, souriant à pleines dents, il y avait mon mari. Vincent. La légende sous la photo disait « Célébration de nos fiançailles avec mon amour ». Un nouveau chapitre, loin du poids mort du passé. La date de publication, il y a 2 jours. 2 jours après mon accident. 3 jours après qu'il m'ait dit qu'il était trop occupé pour me parler. Le souffle m'a manqué. Fiançailles? Mais, nous sommes mariés. Sophie a fait défiler les photos. Vincent et Chloé choisissant une bague chez un grand joaillier. Vincent et Chloé visitant un appartement luxueux avec vue sur la Saône. Tout avait été posté pendant que je gisais sur ce lit, seul et brisé. Il y a pire, a dit Sophie, la voix tremblante de rage. Lis les commentaires. Il dit à tout le monde que vous êtes séparés depuis des mois. Que c'est Théoï qui l'a quitté. C'était un mensonge. Une pure invention. Nous n'avions jamais parlé de séparation. J'étais là, à essayer de sauver notre mariage, à préparer des dîners surprises, pendant qu'il construisait une nouvelle vie sur les ruines de la mienne. Plus tard dans la journée, j'ai tenté d'appeler mes parents. Ils étaient en croisière en Italie pour leur anniversaire de mariage. Après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi à joindre ma mère. Sa voix était enjouée. Hélène, ma chérie. Comment vas-tu? On passe des vacances formidables. Maman, ai-je commencé, les larmes montant. Il s'est passé quelque chose. Oh, je sais, m'a-t-elle coupé. Vincent nous a appelés il y a quelques jours. Il nous a dit que tu avais eu un petit accrochage en voiture, rien de grave, mais que tu étais très fatiguée et que tu avais besoin de calme. Il a dit de ne pas t'inquiéter. Quel mari prévenant. Le téléphone m'a glissé des mains. Il avait tout prévu. Il ne m'avait pas seulement abandonné. Il m'avait activement isolé, s'assurant que personne ne viendrait m'aider, que personne ne découvrirait son mensonge. Il voulait que je sois seule, complètement seule, pour pouvoir se débarrasser de moi sans faire de vagues. Cette révélation a été la plus douloureuse de toutes. Ce n'était plus de la négligence, c'était un acte de malveillance calculé. Il voulait m'effacer de sa vie comme on efface une erreur sur un tableau. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre d'hôpital. Le ciel de Lyon était d'un gris impitoyable, le même gris que dans mon cœur. La tristesse a commencé à se dissiper, remplacée par autre chose. Une émotion froide, dure, tranchante comme un éclat de verre. La rage. Il ne m'avait pas seulement trahi. Il m'avait effacé, isolé. J'ai serré les draps de l'hôpital, cette rage froide montant en moi. Il pensait m'avoir tout pris, il pensait m'avoir brisé. Mais il avait oublié une chose, une toute petite chose, le billet de 150 millions d'euros qui dormait tranquillement dans mon sac, attendant son heure. Et son heure venait de sonner. 3 semaines. 3 longues semaines de physiothérapie douloureuse, d'apprentissage de la marche avec des béquilles, et de sourires forcés aux infirmières qui me demandaient pourquoi mon mari ne venait jamais. J'étais devenue une experte en mensonges, il est en déplacement professionnel à l'étranger, son projet est très prenant en ce moment. Personne n'était dupe, mais leur pitié m'était insupportable. Un après-midi, alors que je revenais péniblement de ma séance de rééducation, l'infirmière en chef m'a interceptée dans le couloir. « Madame Dubois, vous avez de la visite. » Mon cœur a sursauté. Sophie était à Paris pour le travail. Mes parents ne rentraient que la semaine suivante. « Qui est-ce ? » « Votre mari est là. Il est avec quelqu'un. » Un froid glacial m'a parcouru. Lui.
Ici, après tout ce temps. Ma première impulsion a été de refuser. De me cacher. Mais la rage qui couvait en moi depuis des semaines a pris le dessus. Très bien, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Faites-les entrer. Donnez-moi 5 minutes. Je suis retournée dans ma chambre, non pas pour m'allonger sur le lit comme une victime, mais pour m'asseoir sur le fauteuil près de la fenêtre. Je voulais lui faire face, d'égal à égal, autant que possible. J'ai lissé ma blouse d'hôpital, j'ai passé une main dans mes cheveux. C'était ridicule de me soucier de mon apparence, mais je refusais de lui donner l'image d'une femme brisée qu'il était venu voir. La porte s'est ouverte. Vincent est entré, arrogant, comme s'il était en terrain conquis. Il portait un costume cher que je n'avais jamais vu, une montre de luxe au poignet. Il avait l'air prospère. Derrière lui, se tenait Chloé. Encore plus belle en vrai que sur les photos. Un jean de créateur, un chemisier en soie, des diamants aux oreilles. Ils formaient un couple parfait, riche et méprisant. Hélène, a dit Vincent, son ton faussement compatissant. Tu as l'air en piteux état. J'ai gardé ma voix neutre. C'est ce qui arrive quand on se fait percuter par une voiture, Vincent. Il a eu l'audace de rire. Toujours le mot pour rire. Je te présente Chloé, ma fiancée. Nous sommes toujours mariés, Vincent, ai-je répondu calmement. Tu ne peux pas avoir de fiancée. Un détail, a-t-il balayé d'un geste dédaigneux. Les papiers du divorce seront bientôt déposés. J'ai été très occupée, tu sais. Chloé s'est avancée, sa voix douce comme du miel empoisonné. Vincent m'a dit que tu t'étais beaucoup laissé aller ces derniers temps. Le stress, sans doute. Manger ses émotions, c'est ça, a renchéri Vincent. Enfin, je suppose que l'accident a réglé le problème. Tu as l'air d'avoir maigri. Ils étaient venus pour m'humilier. Pour parader leur bonheur insolent devant mes yeux. Chaque mot était calculé pour blesser. Mais alors qu'ils parlaient, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai regardé Chloé, vraiment regardé, au-delà du maquillage parfait et des vêtements de luxe. Et soudain, une image a traversé mon esprit, un flash, un souvenir enfoui. Une nuit d'hiver, il y a des années. Le froid mordant de Lyon. J'étais bénévole dans un centre pour sans-abri dans le quartier de la Guillotière. Je me souviens d'une adolescente, pas plus de 17 ans, grelottant de froid devant la porte. Elle était terriblement maigre, avec de grands yeux sombres remplis de peur. Je lui avais donné mon propre manteau, tout l'argent que j'avais sur moi, et je lui avais payé une chambre d'hôtel pour la semaine. L'image était floue, mais les yeux, c'étaient les mêmes yeux. Sans réfléchir, les mots sont sortis de ma bouche. Vous avez grandi à Lyon? Dans le quartier de la Guillotière peut-être? Le changement a été instantané. Le sourire suffisant de Chloé s'est figé. La couleur a quitté ses joues. Elle m'a regardé, la bouche entr'ouverte, comme si elle avait vu un fantôme. Comment savez-vous, a-t-elle balbutié. Vincent, confus, l'a secoué par le bras. Qu'est-ce qui te prend? C'est un quartier de pauvres, qu'est-ce que tu irais faire là-bas? Mais Chloé ne l'écoutait plus. Elle s'est approchée de mon fauteuil, ses yeux de diamant fixés sur les miens. Le manteau bleu marine, et les 200 €. A-t-elle murmuré, sa voix tremblante. C'était vous. Oh mon Dieu, c'était vous. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte en grand. L'infirmière en chef est entrée, l'air faussement affairé. Madame Dubois, je suis désolée d'interrompre, mais il faut absolument signer ces formulaires pour votre sortie. C'est urgent. Vincent a saisi l'occasion. On s'en va. C'était une perte de temps. Il a attrapé le bras de Chloé pour la tirer vers la sortie. Mais elle résistait, son regard ne quittant pas le mien. Vincent l'a traînée hors de la chambre, mais le regard de Chloé est resté fixé sur moi, un mélange de peur, d'incrédulité et de quelque chose d'autre, de la reconnaissance? Je ne comprenais pas, mais je savais une chose, cette femme, ma rivale, la fiancée de mon mari, détenait une pièce du puzzle de ma vie que j'ignorais totalement exister. Que signifiait tout cela? Le lendemain, j'étais encore sous le choc de cette confrontation. La réaction de Chloé m'avait laissé perplexe. Comment était-ce possible? Le monde pouvait-il être si petit et si cruel à la fois?
J'essayais de remettre de l'ordre dans mes pensées quand l'infirmière est venue me dire que j'avais une visite. C'est la jeune femme d'hier. Elle est seule cette fois. Elle dit que c'est une question de vie ou de mort. La curiosité l'a emporté sur ma méfiance. Faites-la entrer. Quand Chloé est entrée dans ma chambre, j'ai eu du mal à la reconnaître. Fini les vêtements de créateur et le maquillage impeccable. Elle portait un simple jean, un pull gris, et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval. Sans ces artifices, elle avait l'air plus jeune, presque vulnérable. Elle s'est assise sur le fauteuil, tordant nerveusement ses mains. « Merci de me recevoir », a-t-elle commencé d'une voix basse. « Je sais que je ne le mérite pas. La façon dont je me suis comportée hier, j'ai tellement honte. Pourquoi êtes-vous ici, Chloé ?» Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. « C'était bien vous, n'est-ce pas ? Il y a 10 ans, à la Guillotière. Le soir de la tempête de neige. » Le souvenir est devenu plus clair dans mon esprit. « Oui, ai-je dit doucement. C'était moi. » Alors, elle m'a tout raconté. Elle avait 17 ans, elle avait fui un oncle violent et se retrouvait à la rue, seule et terrifiée. Cette nuit-là, elle était sur le point d'abandonner, de se laisser mourir de froid. Mon geste, mon manteau, cet argent, cette chambre d'hôtel, lui avaient sauvé la vie. Elle avait utilisé cet argent pour survivre, trouver un petit travail, puis un autre. Elle avait repris ses études, s'était battue pour s'en sortir. Elle n'avait jamais oublié cet inconnu qui lui avait tendu la main. Pendant des années, a-t-elle dit entre deux sanglots, vous avez été mon ange gardien, mon inspiration. L'exemple que des gens bien existaient. Et quand je vous ai vu hier, quand j'ai compris que la femme que Vincent décrivait comme un monstre égoïste, c'était vous, mon monde s'est effondré. Il vous a menti, ai-je dit, sans une once d'accusation dans ma voix. Il m'a tout menti, s'est-elle écriée. Il m'a dit que sa femme s'appelait Isabelle. Il a dit qu'elle l'avait quittée, qu'elle était froide, calculatrice. Il a dit qu'elle l'avait ruinée. Je n'ai découvert votre vrai nom qu'en venant ici. Quand j'ai réalisé que j'étais la maîtresse de l'homme qui avait trahi la femme qui m'avait sauvée, j'ai eu envie de mourir. Nous sommes restés en silence un moment, deux femmes que le même homme avait trompées, unies par un lien improbable tissé 10 ans plus tôt. Il n'est pas l'homme que je croyais, a continué Chloé, essuyant ses larmes avec rage. Au début, il était charmant. Mais depuis quelques mois, il a changé. Il est devenu cruel, obsédé par l'argent. Il me poussait à investir l'héritage de ma mère dans ses projets foireux. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti un petit objet. Un enregistreur vocal. J'ai commencé à avoir des doutes il y a quelques semaines. Alors, j'ai commencé à l'enregistrer. Je voulais juste me protéger. Mais ce que j'ai entendu... Elle a appuyé sur un bouton. La voix de Vincent a rempli la pièce, claire et nette. Oui, le prêt de 30 000. J'ai imité sa signature, bien sûr. Elle est tellement naïve, elle n'y a vu que du feu. Une fois le divorce prononcé pour abandon, la maison sera à moi. Je la revendrai et hop, un joli bénéfice. Mon sang s'est glacé. Il l'avait avoué. Tout. La fraude, le plan pour me voler la maison. Il y a des heures d'enregistrement comme ça, a dit Chloé, les yeux brillants de détermination. Des mensonges, des manipulations, des insultes à votre sujet. Elle m'a tendu l'enregistreur comme on tend une arme. Aide-moi à le faire payer, Hélène. Il m'a utilisée, il vous a détruite. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Je vous dois bien ça. Je vous dois tout. À cet instant, j'ai su que le jeu avait changé. Ce n'était plus une histoire de survie, c'était devenu une histoire de vengeance. Et j'avais trouvé l'allié la plus inattendue qui soit. Que allions-nous faire de ces enregistrements? Comment allions-nous piéger cet homme qui nous avait fait tant de mal? Le lendemain, ma chambre d'hôpital s'est transformée en quartier général. Sophie, ma meilleure amie, nous a rejointes. Quand je lui ai raconté toute l'histoire de Chloé, elle est restée bouche bée. L'ex-maîtresse, la meilleure amie et la femme trahie, unies pour une seule et même cause, faire tomber Vincent. C'était un scénario digne d'un film. Ces enregistrements sont de l'or, a dit Sophie, qui travaillait dans le marketing et avait un esprit stratégique redoutable. Mais ce n'est pas assez.
Nous pouvons le détruire au tribunal des affaires familiales, mais pour la fraude, il nous faut un aveu encore plus clair. Il faut le pousser à la faute, le faire se vanter de ses plans. C'est là que j'ai eu une idée. Une idée audacieuse, risquée, mais potentiellement dévastatrice. Chloé, ai-je dit. Serais-tu prête à jouer un dernier rôle? Chloé a hoché la tête sans hésiter. Je ferais n'importe quoi. Le plan était simple, mais diabolique. Chloé allait retourner voir Vincent, en portant un micro plus performant que Sophie avait réussi à se procurer. Elle allait lui raconter une histoire. Elle lui dirait que j'étais désespérée, prête à tout pour de l'argent. Que j'étais prête à lui céder la maison sans discuter en échange du paiement de mes frais d'hôpital. C'était l'appât. Puis venait le crochet. Chloé devait laisser échapper une information capitale. Elle lui dirait, c'est étrange, Hélène n'arrêtait pas de parler d'un héritage. Un vieil oncle d'Amérique. Elle a dit qu'une grosse somme d'argent allait bientôt arriver. Nous avons passé des heures à répéter la scène. Sophie jouait le rôle de Vincent, imitant son arrogance et sa cupidité à la perfection. Nous avons préparé Chloé à toutes les questions possibles. Le soir même, elle est partie pour sa mission, le cœur battant, mais le visage déterminé. Sophie et moi avons attendu dans ma chambre d'hôpital, l'angoisse nous tordant l'estomac. Les heures semblaient interminables. Finalement, vers 23 heures, mon téléphone a vibré. C'était Chloé. J'ai tout. C'est encore pire que ce qu'on imaginait. Je vous envoie le fichier. Quelques minutes plus tard, nous écoutions l'enregistrement, le souffle coupé. La première partie était exactement comme prévu. Vincent avait sauté sur l'occasion de récupérer la maison facilement. Parfait. Elle est tellement prévisible. Dis-lui que j'accepte. Je vais lui faire signer les papiers dès sa sortie. Puis Chloé a lancé le crochet. Au fait, elle a mentionné un héritage. Un oncle d'Amérique? Il y a eu un long silence à l'autre bout. Puis la voix de Vincent, changée, soudainement intense, avide. Un héritage? Combien? Tu sais combien? Elle n'a pas dit. Juste une grosse somme, point. Un autre silence. Puis le rire de Vincent. Un rire froid, calculateur. Intéressant. Très intéressant. Chloé, écoute-moi bien. Le plan change. Plus de divorce pour l'instant. Au contraire. Je vais jouer le mari parfait, celui qui revient, plein de remords. Je vais la reconquérir. La reconquérir? Mais pourquoi? A demandé Chloé, jouant la surprise à la perfection. Parce que si nous sommes toujours mariés quand l'argent arrive, la moitié est à moi. C'est la loi. Je vais la convaincre de tout mettre sur un compte joint. Elle est tellement stupide en matière de finances, elle me fait une confiance aveugle. Une fois l'argent sur le compte, je vide tout et je disparais. Elle ne verra rien venir. Il a continué, se vantant de son intelligence, de sa supériorité. Il a même ajouté une phrase qui nous a glacés. Mon père m'a toujours traité de raté. Avec cet argent, je leur montrerai à tous. Je serai enfin quelqu'un. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de son ego démesuré, de sa soif de reconnaissance. Sophie a arrêté l'enregistrement. Nous nous sommes regardés. Nous l'avions. C'était l'aveu ultime. La préméditation de l'escroquerie. Il veut venir te voir demain, a dit Chloé au téléphone, sa voix encore tremblante. Pour commencer son « opération réconciliation », point. Un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. Parfait. Dis-lui que les heures de visite sont à 14 heures. Je serai prête. L'enregistrement était parfait. Chaque mot était un clou de plus pour son cercueil. Le lendemain, il allait venir jouer la comédie du mari aimant. Il ne savait pas que le rideau était sur le point de tomber sur sa pathétique performance. Et que le public serait bien plus nombreux qu'il ne l'imaginait. Le lendemain, l'atmosphère dans ma chambre d'hôpital était électrique. Sophie avait passé la matinée à faire des allers-retours, organisant les derniers détails. Chloé nous tenait informés par SMS des moindres faits et gestes de Vincent. Il était apparemment allé acheter des fleurs et s'entraînait devant le miroir. La comédie était bien préparée. De mon côté,
J'ai passé un appel crucial à Maître Lefebvre, le notaire. Je lui ai expliqué une partie de la situation, sans entrer dans les détails sordides. Je lui ai dit que j'avais besoin que le transfert des fonds soit fait, mais de manière totalement confidentielle pour l'instant. Il a été d'une efficacité redoutable. Il m'a également recommandé un des meilleurs avocats pénalistes de Lyon. À 13h50, j'étais prête. Je ne portais plus la blouse d'hôpital, mais un pull doux et un pantalon que Sophie m'avait apporté. Je n'étais plus une patiente. J'étais une femme sur le point de reprendre le contrôle de sa vie. J'étais assise sur le fauteuil, le dos droit, les mains calmement posées sur mes genoux. Le dossier contenant les preuves était posé sur la petite table à côté de moi. À 14 heures précises, on a frappé à la porte. Entrez. Vincent est apparu, un bouquet de CMCHNG à la main. Les fleurs les moins chères du fleuriste. Les fleurs auxquelles j'étais allergique. Après 8 ans de mariage, il ne le savait même pas. Son visage arborait une expression de tristesse étudiée. Il s'est approché, a posé les fleurs sur ma table de chevet. Hélène, a-t-il commencé, sa voix suintant la fausse sollicitude. Tu as l'air mieux. J'ai été si inquiet. Je suis un idiot. J'ai été submergé par le stress, le travail. Je t'ai négligé. Te voir ici, blessé, m'a fait réaliser ce qui était vraiment important. C'est toi. C'est nous. Il a essayé de prendre ma main. Je l'ai retirée. Je l'ai laissé parler, dérouler son monologue pathétique. Il a parlé de « seconde chance », de « notre avenir », de « recommencer à zéro ». Il a même versé une larme, une seule, qui a roulé théâtralement sur sa joue. C'était une performance digne d'un Oscar. Quand il a eu fini, je suis restée silencieuse pendant un long moment, le regardant droit dans les yeux. Puis j'ai parlé, ma voix calme, glaciale. C'est une belle performance, Vincent. Vraiment. Tu devrais songer à une carrière d'acteur. Il a froncé les sourcils, décontenancé. Quoi? Mais non, Hélène, je suis sincère. Sincère, ai-je coupé. Parlons de sincérité, veux-tu? Parlons de la dette de 200 000 € que nous avons. Y compris les 30 000 que tu as empruntés en imitant ma signature pour ton investissement de génie, point. Son visage a perdu toute couleur. Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment? J'ai pris la première feuille du dossier. C'était la copie de la demande de prêt, avec ma signature maladroitement imitée. Je la lui ai tendue. Cette signature te dit quelque chose? Il a reculé comme s'il avait vu un serpent. Comment as-tu eu ça? Oh, j'ai mes sources. J'ai pris une autre liasse de papier. Des photos. Et ça? C'est toi et Jennifer de la compta à l'hôtel Ibis. Et là, toi et cette jeune femme au bar du Sofitel. Et là, ton week-end romantique à Annecy avec une autre, pendant que tu étais censé être à un séminaire à Paris. Je jetais les photos sur la table, une par une. Son visage se décomposait. Tu m'as fait suivre? Tu ne méritais même pas ça. J'ai pris mon téléphone. Mais le meilleur est pour la fin. C'est un enregistrement. Une conversation que tu as eue hier soir. Écoute bien. J'ai appuyé sur « play ». Sa propre voix a rempli la pièce, arrogante, cruelle. Si nous sommes toujours mariés quand l'argent arrive, la moitié est à moi. C'est la loi. Je vais la convaincre de tout mettre sur un compte joint. Elle est tellement stupide en matière de finances. Une fois l'argent sur le compte, je vide tout et je disparais. Il s'est levé d'un bond, les yeux fous de rage et de panique. Chloé. Cette garce m'a enregistré. Elle a fait plus que ça, Vincent. Elle m'a tout raconté. Son visage est passé de l'arrogance à la panique pure. Il a bégayé, tu ne peux rien prouver. Ce ne sont que des paroles. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines, un sourire sans joie, un sourire de prédateur. Oh, Vincent. Le spectacle ne fait que commencer. Puis, la porte de la chambre s'est ouverte. Et ce n'était pas une infirmière. La porte s'est ouverte pour révéler non pas une, mais 3 silhouettes. Le premier était un homme en costume élégant, le visage sévère.
C'était Maître Dubois, l'avocat pénaliste que Maître Lefebvre m'avait recommandé. Derrière lui, se tenaient 2 policiers en uniforme. Le silence dans la pièce était total, seulement brisé par la respiration haletante de Vincent. Son regard allait de l'avocat au policier, puis à moi, la compréhension et la terreur se peignant sur ses traits. Le piège venait de se refermer. Maître Dubois s'est avancé, sa voix calme et autoritaire. « Monsieur Vincent Dubois ? Je suis Maître Dubois. Je représente Madame Hélène Dubois. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Il a fait un signe de tête au policier. L'un des officiers s'est approché de Vincent. « Monsieur Dubois, nous vous arrêtons pour suspicion de fraude, falsification de documents et usurpation d'identité. » « Arrestation » a crié Vincent, sa voix devenant aiguë. « C'est une blague. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un malentendu. » « Hélène, dis-leur. Dis-leur que c'est une erreur. » Il s'est tourné vers moi, son masque de mari aimant remplacé par celui d'un animal piégé. Ses yeux me suppliaient, mais je n'y ai vu que de la lâcheté. « Il n'y a pas d'erreur, Vincent, ai-je dit, ma voix ne tremblant pas, tu t'es piégé tout seul. J'ai juste veillé à ce qu'il y ait des témoins. » La panique l'a rendu fou. Il a commencé à se débattre. C'est à cause de l'argent. L'héritage. Elle veut tout garder pour elle. J'y ai droit. Je suis son mari, j'ai droit à la moitié. Il hurlait, le visage rouge, la bave aux lèvres. C'était sa vraie nature, dépouillée de tout artifice. Un homme avide et pathétique. Les policiers lui ont passé les menottes. Le clic métallique a résonné dans la pièce comme un coup de marteau de juge. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui porter le coup de grâce. Le coup final, celui qui n'allait pas seulement le condamner, mais le anéantir. Je me suis levé, m'appuyant sur mes béquilles, et je me suis approché de lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Il n'y a pas d'héritage, Vincent, ai-je dit, savourant chaque mot. C'est beaucoup mieux que ça. » Il m'a regardé, confus. « Le soir de l'accident, ai-je continué, ma voix basse, presque un murmure. Je ne roulais pas sans but. Je venais te rejoindre. J'avais une surprise pour toi. Je venais te dire que j'avais gagné 150 millions d'euros au loto. Si un son pouvait décrire un cœur qui se brise et une âme qui se noie dans le regret, ce serait le gargouillement qui est sorti de la gorge de Vincent. Son visage s'est affaissé. La rage a disparu, remplacée par une agonie pure, non diluée. L'agonie de l'homme qui réalise qu'il vient de jeter un trésor inestimable par pure cupidité et cruauté. Il a compris. Il a compris que s'il avait été un mari décent, s'il avait simplement répondu au téléphone, s'il était venu à l'hôpital, ne serait-ce que par simple humanité, il aurait partagé cette fortune. Mais tu n'as même pas pu faire semblant, ai-je conclu. Ton avidité a dépassé ta raison. Tu n'auras rien, Vincent. Rien du divorce, à part les dettes que tu as contractées en ton nom. Et après ton procès, tu auras de la chance si quelqu'un accepte de te confier ne serait-ce qu'1 euro. Au moment où les policiers commençaient à l'escorter hors de la pièce, la porte s'est ouverte une dernière fois. C'était Chloé. Elle se tenait là, droite, le regard clair. Elle a regardé Vincent, non pas avec haine, mais avec une sorte de pitié dégoûtée. « J'ai déjà fait ma déposition complète à la police, Vincent, a-t-elle dit calmement. J'ai fourni tous les enregistrements. C'est fini. » Alors qu'il l'emmenait, ses cris se sont tus. Le silence est retombé dans la chambre. J'étais seule avec mes pensées, le bruit des menottes résonnant encore à mes oreilles. J'étais libre. Mais que fait une femme, seule dans une chambre d'hôpital, avec 92 millions d'euros après impôts et un cœur en 1000 morceaux à reconstruire? La réponse à cette question allait définir le reste de ma vie. Le départ de Vincent a laissé un vide étrange dans la pièce. Ce n'était pas un vide de tristesse, mais un vide de soulagement. C'était comme si on avait enlevé un poids énorme de ma poitrine, un poids que je portais depuis des années sans même m'en rendre compte. J'ai respiré profondément pour la première fois depuis l'accident. L'air de l'hôpital ne sentait plus l'antiseptique, il sentait la liberté. Les jours suivants ont été un tourbillon. Les avocats, les formalités, les premières décisions à prendre. L'argent, cette somme astronomique, était bien réelle, sur un compte en banque à mon nom.
C'était intimidant. Mais au milieu de tout ce chaos administratif, une idée claire a émergé dans mon esprit. Une certitude. Cet argent n'était pas seulement une chance, c'était une responsabilité. Il était le fruit d'un coup du destin qui avait commencé par une tragédie, et je devais lui donner un sens. Ma première décision n'a pas été d'acheter une villa ou une voiture de sport. Mon premier appel, une fois sorti de l'hôpital, a été pour la directrice du centre d'accueil pour sans-abri de la Guillotière. Je me suis présentée simplement comme une ancienne bénévole qui souhaitait faire un don. Quand je lui ai annoncé le montant que je voulais leur léguer, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, suivi de pleurs. Cet argent allait leur permettre non seulement de rénover leurs locaux vétustes, mais de construire un tout nouveau bâtiment, un refuge sûr et moderne, spécialement dédié aux femmes victimes de violences ou en situation de précarité. Comment allons-nous appeler ce nouveau centre, m'a-t-elle demandé, la voix étranglée par l'émotion. J'ai souri. Appelez-le la Fondation Nouveau Chapitre. J'ai aussi revu Chloé. Nous nous sommes retrouvés dans un café, loin du drame et des souvenirs douloureux. Il n'y avait aucune gêne entre nous. Nous étions deux survivantes. Je l'ai remerciée, sincèrement. Sans elle, ma vengeance n'aurait jamais été aussi complète. Tu n'as pas à me remercier, Hélène, m'a-t-elle répondu. C'est moi qui te serai éternellement reconnaissante. Tu m'as sauvé la vie 2 fois. Je lui ai proposé de l'aider financièrement, de financer ses études, mais elle a refusé poliment. Vous m'avez déjà donné le plus important, une seconde chance. Le reste, je veux le construire moi-même. Je savais qu'elle y arriverait. Aujourd'hui, 1 an a passé. La vie de Vincent est derrière les barreaux. La mienne est une page blanche que je remplis chaque jour avec de nouvelles couleurs. J'ai acheté une jolie maison, pas un palais ostentatoire, mais un lieu chaleureux avec un grand jardin, avec vue sur les collines du Beaujolais. J'ai repris mes études, en histoire de l'art, une passion que j'avais mise de côté. Je voyage, je découvre le monde, je rencontre des gens. Je guéris, lentement mais sûrement. Parfois, les plus grandes trahisons nous mènent aux plus belles libérations. J'ai appris à mes dépens que la confiance ne doit jamais être aveugle et que la vraie force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la capacité à se relever, encore et toujours. La richesse, la vraie, n'est pas sur un compte en banque. Elle est dans cette capacité à se reconstruire, peut-être, à transformer sa propre douleur en une force pour aider les autres. Et vous? Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance aveugle? Comment avez-vous trouvé la force de vous reconstruire? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut résonner avec quelqu'un d'autre et lui donner le courage d'avancer. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul est le premier pas vers la guérison. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre soutien nous est précieux. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Prenez soin de vous.